Alors Jean-Marc, lui, il est né en 1971 au Canada. Canada, c'est sympa avec un double cursus, hein, un cursus canadien et français. Qu'est-ce qu'il y a comme grande différence d'ailleurs en matière d'éducation? Toi qui as quelques diplômes, un peu moins que ta femme, mais tu en as quand même quelques-uns. Oui. Bonsoir à tous d'abord et merci de l'invitation. Canada, primaire, collège, des tables rondes, on discute à table, on écoute le professeur, certes religieusement, mais on peut poser des questions, on peut intervenir, on peut échanger, on peut dialoguer. J'arrive en France en 4e, je me retrouve dans des salles que vous connaissez sans doute avec des rangées bien alignées. On n'a pas le droit de parler en classe. Si on parle à son voisin, on est mort. Si on ne lève pas la main pour interpeller le professeur, on est mort aussi. C'est très, très, très différent dans le rapport aux autres et le relationnel. Alors, pour te punir, donc ton premier job, donc tu passes l'ESCP, après Harvard, l'INSEAD, non, je t'ai plus. Ton premier job, tu étais chez Bossard Consultant, qui n'existe plus, je suppose d'ailleurs. Hein. Ça n'existe plus. C'était qui ton premier client chez Bossard Consultant? Qui se rappelle de Bossard Consultant? Il y a quand même quelques voilà. C'est comme le pain poilane, c'est comme le vin de François, c'est formidable. Bossard, c'était le cabinet français par excellence. Mon premier client, je me rappellerai comme si c'était hier, c'était Rhône Poulenc, avec Jean-René Fourtou, qui était le président. Et j'ai beaucoup appris au contact de ce client. Alors ensuite, 10 années au sein du groupe Unilever, tout à l'étranger, hors de France. Hein. Donc tu as eu plusieurs fonctions dans différents pays, Jean-Marc. J'ai commencé, après l'INSEAD, chez Unilever, en Angleterre. On m'a envoyé pour être directeur marketing d'un super produit qui était le thé. Et je me disais qu'en Angleterre, le thé PG Tips, c'est pas aussi bon que le vin, mais c'est quand même le thé anglais par excellence. Si vous l'avez déjà essayé, c'est formidable. Et le jour où j'arrive, on me dit il y a un petit changement de programme, comme souvent chez Unilever, et je me retrouve directeur marketing des margarines, dont une I can't believe it's not butter. Et alors, ça t'a quand même motivé à continuer ou pas? Ça faisait pas rêver. Non. D'ailleurs, Unilever a vendu la division Yellow Fats, c'était un joli mot, c'était la catégorie des spreads, cooking, oils, beurre, margarine. Le boursin était bien, il y avait boursin dans le portfolio. Ça, c'était bien, du pain, du vin. Ah oui. Du boursin. C'est parfait, surtout le jour de la Saint-Valentin. Alors ensuite, 10 années chez Unilever, et puis tu reviens après dans le conseil, notamment chez Bain, chez KPMG, et tu rejoins donc Circle Strategy en 2023, donc c'est récent. Qu'est-ce qui t'a motivé à les rejoindre? Est-ce que tu as hésité jusqu'au bout? C'est quoi la promesse qui t'a été faite? Je n'ai pas hésité du tout, la décision a été prise extrêmement rapidement sur les montagnes de Chamonix. Très chic. Très chic. Et je me suis dit, en redescendant de la montagne, en revenant vers Paris, j'y vais, je prends le risque, je quitte des grandes maisons avec des dizaines de milliers de consultants et je me retrouve dans cette aventure entrepreneuriale formidable. Je vois quelques amis et collègues associés ici d'ailleurs. Une aventure formidable parce qu'un cabinet de stratégie à fort impact avec des gens qui ne sont pas que des consultants qui font de la théorie et des beaux slides PowerPoint. Quelqu'un m'a dit un jour, if you do PowerPoint, often you have no power, and most often you have no point. Donc nous, on essaye de ne pas faire des slides avec 250 pages. On a de l'impact. On a des gens, ils sont là ici aussi comme moi, qui ont un double profil, expérimentés dans l'industrie, dans les ONG, dans les startups, dans les fonds d'investissement, et qui un jour se sont dit, maintenant je vais aller être consultant, je vais conseiller en stratégie, mais surtout pour avoir de l'impact. Notre promesse est Strat for Impact. Et on a créé une raison d'être autour de ça. Nous façonnons des stratégies pour des futurs audacieux et durables. Alors aujourd'hui, donc, c'est un groupe, hein, Jean-Marc, qui s'appelle Square Management, avec différents métiers, c'est ça? Oui, Circle Strategy est le bras armé, si vous voulez, de conseil en stratégie du groupe Square Management, qui est un peu comme Bossard était à l'époque. Je m'y suis bien retrouvé. C'est un groupe fondé en 2008, qui a 15 ans, par un entrepreneur génial, Jérôme Boucheron et ses collègues. Ils étaient 4, on est 1000 aujourd'hui. On a l'objectif de devenir 2000 d'ici 4 ans, donc c'est vraiment par croissance organique et par acquisition. Et dans Square Management, on a tous les métiers. Donc des métiers de conseil en stratégie, Circle, des métiers de conseil en management, en organisation, en data, en expérience client, en innovation, en tout ce que vous voulez. One stop shop, mais tous pragmatiques, à fort impact et hyper entrepreneurial. C'est pour ça que j'ai décidé vite. Tu me posais la question.
J'avais vu des grandes firmes formidables, j'y ai beaucoup appris, je les respecte infiniment et les clients les respectent aussi. Mes clients, aujourd'hui, ils ont besoin d'autre chose. Et tes clients, c'est quoi? Ça va de la start-up au grand compte en passant par les ETI, les PME qui sont présentes ce soir? C'est un peu tout ce que tu décris. On a des toutes petites start-up dans le secteur de l'hydrogène qui vont se développer dans cette énergie renouvelable et nouvelle qui est absolument inspirante. On a des très très grands groupes multinationaux, Danone, je peux les citer, j'ai le droit de les citer. Donc ça va vraiment du tout petit au très très grand. Et puis, il y en a un qui est très particulier et cher à mon cœur, je ne résiste pas de le citer, c'est l'Institut de la Vision. L'Institut de la Vision, c'est le plus beau centre de recherche au monde, fondé par le professeur José-Alain Sahel, qui redonne la vue aux aveugles. Et c'est sa promesse pour les patients d'ici 20-30 ans. Et quand on travaille pour eux, on travaille pour des professeurs ophtalmologues de génie qui font des choses incroyables en combinaison avec des start-up. Ils incubent des projets. Ils ont levé 700 millions d'euros pour 13 ou 14 start-up qui ont vraiment cet objectif de redonner la vue à des gens qui ne voient pas. Par tout un tas de méthodes, je pourrais vous l'expliquer au dîner, c'est un peu long. Mais en tout cas, on a fait leur stratégie, leur business plan. On travaille avec eux. On va travailler, les accompagner longtemps, j'espère. C'est vraiment une bonne cause et la France est leader mondial, figurez-vous, là-dessus. C'est QFD. Alors, on a vu qu'il y avait au moins un supporter du PSG ici. Jérémy, qui supporte le PSG? Pas mal. Enfin, pas mal pour les supporters du PSG. Alors, donc tu as sorti, on s'est croisés d'ailleurs il n'y a pas très longtemps au parc, donc tu as sorti récemment une étude, tu as fait bosser tes collaborateurs un 14 février. Donc, au lieu d'être avec leur chérie, ils ont travaillé, quoi. Et il y avait un sujet qui est assez étonnant, qui s'appelle Mbappé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a, pour les fans là, qui ont levé la main, le 13 février, vous vous rappelez avec émotion qu'il a été appris que Kylian Mbappé allait quitter le PSG. Rumeur, avérée, on ne sait pas. Le 14 février, sur la route de Chamonix, figure-toi. Donc il se passe beaucoup de choses vers Chamonix. Ça paie bien le conseil en stratégie. Ben ouais, c'est bien. Hein. On se dit, tiens, Mbappé va quitter, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a toutes les rumeurs dans tous les journaux, il va au Real Madrid. En fait, il n'y avait aucun fait, aucun data, aucune objectivité, que du spéculatif. Et nous, on s'est dit, avec une petite équipe, là, ils sont tous, je ne les ai pas empêchés de fêter à Saint-Valentin, ils étaient tous hyper motivés et ils ont une vie sociale, je te promets, et même amoureuse. En revanche, pendant 10 jours, ils ont travaillé à fond sur la mesure de l'impact économique du départ de Mbappé du PSG. Et alors, tous les médias français en ont parlé, ton étude? Et alors, c'était hyper bien orchestré. C'est-à-dire que l'émir du Qatar venait à Paris la semaine d'après, tous les médias en parlaient. Le match de qualification du PSG pour la Ligue des Champions en quart de finale se jouait cette semaine-là. Et Mbappé avait dit, je vais vous dire après le match où je vais. Et si je pars vraiment. Résultat, buzz médiatique de Circle Strategy. Vous ne pouvez pas rater Circle Strategy. Si vous tapez Circle Mbappé Impact, pour les fans de foot et pour les non-fans, c'est formidable. C'est quoi l'impact? Sous l'ère Mbappé, la croissance de la valo du PSG a été multipliée par 100 largement. Il y a un effet Mbappé qui, malgré son coût faramineux, vous avez appris 6 millions son salaire. par mois. 6 millions par mois, ça, on en fait des choses à Chamonix. Hein. Hors bonus. Oui, hors bonus. Hors bonus, c'est que le fixe mensuel. Donc 72 millions par an de fixe, plus les bonus, 200 millions de rémunération. Malgré ce coût exceptionnel, Mbappé est rentable. C'est le seul joueur de l'effectif du PSG rentable. C'est-à-dire qu'il génère, pendant sa période 2017 à aujourd'hui, plus de valeur que tous les autres joueurs réunis qui sont tous en négatif parce qu'ils sont très chers par rapport à ce qu'ils rapportent vraiment. Ça, c'était un gros learning, comme on dit chez nous. Et puis, il n'y a pas que l'économie qu'on a mesuré l'impact en nombre de buts, que ferait le PSG avec ou sans Mbappé sur le terrain, est-ce qu'il gagne mieux les matchs quand il est là, etc. etc. C'est absolument incroyable. Et l'impact sociétal, quand il est rentré au PSG, et il est devenu aussi évidemment numéro 10 de l'équipe de France, le nombre de licenciés à la Fédération française de foot a été multiplié. La croissance a été multipliée par 2. C'est important. La croissance annuelle. Mbappé, vous vous rendez compte? L'effet Mbappé est bien là. Dans un registre différent, Jean-Marc, tu es aussi président de la fondation des Bernardins. Alors, les Bernardins, je ne sais pas si vous connaissez, vous situez dans Paris, c'est un lieu qui est juste magique. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je pense qu'il y en a quelques-uns. C'est où et c'est quoi ton rôle au sein de la fondation? Moi, je préside la fondation du Collège des Bernardins. Le Collège des Bernardins, je peux en faire l'article, c'est un lieu qui a déjà été.
Ok, donc tous les autres, 18 rue de Poissy. C'est une histoire incroyable. C'est un collège historique fondé par les cisterciens en 1248 qui avait pour vocation, un peu comme l'INSEAD en réalité, c'est ça qui m'a frappé, de faire venir de toute l'Europe des étudiants ainsi que des professeurs de toute l'Europe. Et de ce fait, les ayant bien formés, ils repartaient essaimer. Et du collège des Bernardins cisterciens ont essaimé à peu près 200 collèges aux quatre coins de l'Europe. Et le pape Benoît XVI, qui était venu réinaugurer en 2008, après 7 ans de travaux, parce qu'on a restauré à fond ce collège, a dit que vraiment l'histoire de l'Europe, l'éducation de l'Europe, l'enseignement aux quatre coins de l'Europe a été façonné et forgé à ce collège des Bernardins. Il a une histoire un peu rocambolesque. 1248, collège, jusqu'à la Révolution, 1789, il y avait beaucoup plus que le bâtiment que vous découvrirez aujourd'hui. Il y avait un cloître, il y avait 4 côtés, il y avait une église qui était aussi grande que Notre-Dame, orthogonale, perpendiculaire et parallèle au boulevard Saint-Germain. Cette église, en 1789 et après, a été détruite. Et les pierres ont servi à forger, à construire le boulevard à côté, Saint-Germain, et tous les beaux immeubles en pierre de taille. Donc on est resté un peu dans le coin avec les pierres, mais il n'y a plus d'église. C'est devenu ensuite une prison. Il y a eu beaucoup de massacres dans les cachots de la prison des Bernardins, malheureusement, pendant la Terreur. C'est ensuite devenu une caserne de pompiers en 1850. C'était la plus belle et la plus grande caserne de pompiers de Paris, au 18 rue de Poissy. C'est le premier standard téléphonique des pompiers. Quand vous faites le 18 aujourd'hui, s'il y a une urgence, ça n'arrive plus aux Bernardins, mais l'historique est bien ancré là-bas. 1995, ça devient une ruine. Le bâtiment s'affaisse parce qu'il s'enfonce dans le sol. Les moines avaient bien construit pendant une quinzaine d'années, mais ils avaient même mis des pilotis en bois sous le collège pour éviter l'enfoncement dans un seul meuble entre la Seine et la Bièvre. Eh bien, l'affaissement faisait que c'était devenu insalubre. Donc les pompiers évacuent. Il ne faut pas que les pompiers soient sous l'écroulement, parce que ce serait dommage qu'ils viendraient les chercher, vous voyez. Et donc, ils évacuent, ils partent un peu plus loin, la caserne Cardinal Lemoine, qui est moins belle, et abandon. Le cardinal Jean-Marie Lustiger décide de racheter à l'État reverse takeover. Intéressant. Pour 1 euro symbolique, puisque c'était une ruine, il demande à l'État de financer 20 millions de travaux, il demande à des généreux mécènes que peut-être certains d'entre vous avaient été ou seraient demain de compléter par 20 autres millions. Et puis enfin, 20 millions d'emprunts bancaires. Et ces 60 millions ont servi entre 2001 et 2008 à redresser le Collège des Bernardins, à le remettre à neuf. Je voyais quelqu'un qui y a été, vous pourrez témoigner. C'est spectaculaire. Tu as été il n'y a pas longtemps avec le Wine and Business Club. Notre ami Muriel Pénicaud qui était parmi nous et qui a réalisé une dédicace là-bas. Et donc il y a 60 adhérents du club qui ont la chance de venir pour non seulement revoir Muriel, mais également découvrir un lieu qui est juste somptueux. On peut le louer pour les entreprises, on peut donner un peu d'argent à la fondation ou pas? On peut donner de l'argent, je pars avec les chèques, j'ai un TPE dans la poche, vous n'hésitez vraiment pas. On ne vit quasiment que de générosité publique. On collecte à peu près 5 millions par an. Et tu en gardes 4 pour toi. Et voilà, donc pour mes faux frais. Absolument, oui. Donc on redonne l'intégralité au collège. On a le reste du budget, donc 5 autres millions, qui sont financés de façon organique par les recettes du collège, dont les locations d'espace. Si vous avez besoin d'un espace petit, moyen, grand, d'un cellier au sous-sol magnifique, la voûte gothique au-dessus de la nef, 1000 m², les grands auditoriums. Alors vous avez vu, Jean-Marc est un hyperactif. Tu lis combien de livres en même temps, simultanément? Tu en lis combien? Plusieurs. C'est logique, mais combien? Je ne sais pas, plusieurs. C'est vrai? Ouais. Tu n'arrives pas à lire un seul livre comme les gens normaux, il faut que tu en fasses plusieurs en même temps. C'est chiant en fait. Ouais, c'est chiant encore, oui. Ouais. Alors, côté vin, tu adores le vin, tu as une collection, tu collectionnes le vin. Ton premier contact avec le vin, c'était quand, à quelle occasion? Et aujourd'hui, tu en es où? Premier contact, enfant certainement. Mais le vrai premier contact, 1996, j'épouse Cécile, bourguignonne. Ta femme actuelle? Oui. C'est bien, pas de divorce en plus. Hein. Non. On la salue, Cécile. Bravo. Salut Cécile. Mais elle n'est pas là. Bon. C'est elle qui a plus de diplômes que toi, non? Oui. Elle a 17 doctorats, c'est ça? Non, elle n'a pas de doctorat encore. Ouais. Et elle est prof de maths à Danielou, c'est ça? Elle est prof de maths à Danielou. Elle a passé son CAPES à 40 ans. Elle s'est reconvertie. Les profs de maths, vous savez, il y en a vraiment besoin. Ouais. C'est un désastre en France. Donc, s'il y a des vocations tardives, profs de maths, mais allez-y, franchement, madame, vous pouvez applaudir les profs de maths. Absolument. On en a tellement besoin.
Je vous en prie. Ah, il faut les applaudir, les profs de maths. Alors, donc, côté vin, on m'a dit qu'il y avait quelques émotions du côté de noms un peu sympas, comme Ozone, par exemple. Toi, tu es plutôt Bordeaux, visiblement. Ouais, alors, en 96, pour notre mariage en Bourgogne, on a des amis qui nous ont offert une caisse de vin, dont je ne me rappelle plus. En revanche, je me suis dit, c'est intéressant parce que c'est bon. Et en plus, c'est intéressant parce que ça semble prendre de la valeur si on fait des bons choix. J'ai commencé en 96 à acheter en primeur, ça je vous le recommande vraiment. Je peux faire la pub de où ou pas? Même en période d'inflation? Ouais. Ou surtout en période d'inflation? Ouais, tout le temps. En fait, depuis 96, et chaque année, j'ai acheté une caisse, 2 caisses, 3 caisses, 4 caisses, ça dépendait de mes finances. Tes bonus. Des bonus, et uniquement de Bordeaux, premier Grand Cru rouge. Point. Et donc, c'est une cave exceptionnelle qui n'est pas chez moi parce qu'elle mérite une. Tu nous rappelles l'adresse et le code de ta cave? Eh ben, écoute, c'est à Issy-les-Moulineaux, le Clos des Vignes. Absolument. C'est monsieur le chemin des Vignes. Le chemin des Vignes, c'est une famille qui tient encore le chemin des Vignes. Legrand, je crois. La famille Legrand. Ils sont formidables, des caves formidables, tout va bien. Et alors, toi, la grande émotion, un seul vin. Alors, celui avec Cécile, on l'a compris, tu es toujours amoureux, mais tu ne te souviens pas du vin. Est-ce qu'il y a une autre bouteille qui t'a marqué sur les... Là, j'ai quand même laissé le temps de réfléchir, hein, pour quelqu'un qui capte vite comme toi. Alors, c'est laquelle? La Tour 96, un cadeau de Jean-Pierre Vigato pour notre anniversaire de mariage. On arrive avec Cécile chez Apicius, quand c'était Apicius de Vigato, dans ce magnifique hôtel particulier, et on trouve à table une bouteille pré-ouverte de 96 Château Latour. C'est peut-être pas forcément celui qui m'a le plus ému gustativement, mais là, le choc était réel. Le mien, à la présidence de la Fondation, qui est de veiller au financement, au rayonnement et au développement. J'ai hérité de la présidence en 2021. Et malheureusement, après l'engouement de 2001, quand tous les donateurs avaient énormément donné pour reconstruire les murs, le contenant, la collecte de la Fondation s'est étiolée depuis lors, parce qu'on était passé du contenant au contenu. C'est tellement plus dur de demander de l'aide pour des contenus artistiques, pour des contenus de formation, pour de la transformation digitale. On a un campus digital qui rayonne aux quatre coins du monde sur la philosophie, la théologie, l'histoire de l'art, des choses de l'ESG. Maintenant, on a une chaire même sur l'ESG. Eh bien, le contenu intéressait moins. Et donc, moi, je suis arrivé à une phase de déclin chaque année. Et donc, il fallait redresser vite. Donc, j'ai dit, comme dans tous les bons business plans, ma première année va être un désastre. C'était un désastre. On continuait à chuter. Et en 2023, on a retourné la tendance. C'est la première fois depuis 20 ans. Moi, je suis très heureux de l'équipe parce qu'ils ont fait ça. Ils ont travaillé avec acharnement. Ils aiment les Bernardins. Les Bernardins, il faut y aller, il faut le sentir, le voir, toucher les vieux murs. Et ça donne envie d'y être, d'y rester, de donner. Donc vraiment, continuer à nous aider dans cette trajectoire de relance. On a tellement besoin que ce lieu existe. C'est un lieu avant tout de formation, d'enseignement, d'éducation, d'art. Il y a des spectacles incroyables. Juliette Armanet chante a cappella dans la nef. Fanny Ardant va lire des textes. Le concert de la Gendarmerie nationale, l'orchestre de la Gendarmerie nationale. C'est un lieu qui vit, hein, Jean-Marc. C'est incroyable. C'est un cœur battant, un poumon de Paris. Et on a toujours besoin d'aide. Pour avoir plein de grands projets, on a eu, je peux le citer, c'était quand? Avant-hier soir, lundi soir, la BBC a dit, vous avez tenu le Davos mondial de l'IA au Bernardin. CTO de Microsoft, la patronne de ChatGPT, OpenAI. On avait le fondateur de LinkedIn qui était là, qui a gagné 35 milliards en vendant LinkedIn à Microsoft. Et s'il a donné combien à la Fondation, lui? Parce qu'il faut qu'il donne un peu de sous. On va lui demander un petit chèque après. Mais c'était incroyable de voir ce buzz autour de l'IA. Dans la salle, il y avait à peu près tous les consultants de la planète, tous les techs de la planète. Mazzella, grand entrepreneur, j'espère qu'il est venu ici déjà parler. Et on l'avait accueilli là, quand il avait créé sa boîte il y a 20 ans. Ça s'appelait à l'époque autovoiturage.com. Puis il s'est dit que c'était pas très sexy, donc il l'a appelé Blablacar. Jean-Marc devait être brillant, il a été. On l'applaudit chaleureusement, Jean-Marc.